et bienvenue dans la matinale de Médien TV. Encore une heure d'information à passer ensemble. On commence tout de suite avec le journal de la rédaction dont voici les titres. Nous commencerons en Espagne où tous les regards sont de nouveau braqués sur Carles Puigdemont, le dirigeant séparatiste catalan qui doit choisir entre proclamer la séparation de la Catalogne ou reculer et déclencher la colère de ses troupes. Le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy l'a en tout cas sommé de donner sa réponse d'ici 10h heure locale ce matin, soit 8h GMT. On verra cela dès le début de ce journal. Après l'escalade verbale entre Bagdad et Erbil, cette nuit, des militaires irakiens et kurdes se sont affrontés au sud de la ville de Kirkouk. Dans le même temps, les troupes fédérales ont progressé dans cette province disputée, mais sans combat dans certains endroits en tout cas. Et puis, l'Organisation internationale pour les migrations vient de publier un nouveau rapport sur les déplacements irréguliers vers l'Europe. Selon l'OIM, ils sont plus de 142 000 migrants à avoir rejoint l'Europe par la mer cette année. Des chiffres en baisse, vous le verrez. Tous les regards en Espagne sont de nouveau braqués sur le dirigeant séparatiste catalan, Carles Puigdemont, qui doit choisir entre proclamer la séparation de la Catalogne et donc pousser le gouvernement à prendre le contrôle de cette région autonome, ou alors reculer et ainsi déclencher la colère de ses troupes. Le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy lui a donné un premier ultimatum d'ici 10h heure locale. Férouz Bentaleb. La pression pèse de plus en plus sur les épaules du dirigeant séparatiste catalan Carles Puigdemont. Le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy l'avait sommé de donner sa réponse aujourd'hui. Si Puigdemont refuse de renoncer à la sécession ou reste évasif, Madrid lui laissera un ultime délai jusqu'à jeudi matin avant de suspendre l'autonomie de la Catalogne en vertu de l'article 155 de la Constitution espagnole. La question que le gouvernement central a posée au président de la Catalogne est très simple. Il se doit de répondre oui ou non s'il a en effet déclaré ou pas l'indépendance lors de son allocution au Parlement. Le dirigeant catalan avait suspendu la semaine dernière la déclaration d'indépendance qu'il avait à peine annoncée, afin de laisser une chance au dialogue avec Madrid et à une médiation qu'il appelle de ses vœux. Le gouvernement catalan et moi-même voulons redire notre attachement à la paix, à la civilité, à la sérénité et également à la démocratie qui inspire les décisions que nous devons prendre. Mais Mariano Rajoy, qui rejette l'idée d'une médiation, s'est dit prêt au dialogue uniquement si les dirigeants catalans reviennent à la réalité. Carles Puigdemont fera donc face aujourd'hui à un dilemme de taille, déclarer la sécession de la Catalogne et provoquer la suspension de son autonomie, ou faire un pas en arrière et probablement perdre l'appui de ses alliés, nombreux à lui reprocher l'ambiguïté de son discours et la confusion sur la mise en œuvre des résultats du référendum d'autodétermination du 1er octobre, jugé illégal par Madrid. Je vous le disais en titre, des militaires irakiens et kurdes se sont affrontés cette nuit au sud de la ville de Kirkouk en Irak. Dans le même temps, les troupes fédérales ont progressé dans cette province disputée et parfois sans combat. Les détails dans ce récit de Férouz Bentaleb. Peu avant les échanges de tirs, la télévision officielle irakienne avait annoncé que les troupes avaient repris sans combat aux Peshmerga, les combattants kurdes, de larges zones de la province. Dans la nuit, des combats ont toutefois éclaté, faisant plusieurs blessés parmi les Peshmerga qui ont été hospitalisés à Kirkouk. Le gouvernement central a lancé plusieurs contre-mesures en réponse au référendum de sécession de la région du Kurdistan, y compris le déploiement de troupes dans la zone contestée. Le porte-parole du commandement des opérations conjointes d'Irak avait déclaré, juste après l'annonce de la victoire des opérations militaires à Hawjia, que le déploiement des troupes vise à empêcher Daesh de frapper à nouveau et est indépendant de la situation politique actuelle en Irak. Après les actions à Hawjia, notre plan est de sauvegarder cette zone. Le quartier général des opérations conjointes a élaboré des plans et en élaborera d'autres pour protéger la zone, afin d'empêcher que la sécurité locale ne soit détruite à nouveau et de garder ces terroristes au loin.
Ces combats interviennent après 3 jours de face-à-face tendu entre troupes irakiennes et peshmerga kurdes et après l'expiration d'un délai supplémentaire accordé à ces derniers pour se retirer. Depuis vendredi dernier, les forces irakiennes avaient repris certaines bases désertées peu avant par les peshmerga. Et en Syrie, la bataille pour reprendre Raqqa au groupe terroriste Daesh est dans sa phase finale. C'est ce qu'ont annoncé dimanche les combattants soutenus par les États-Unis. Ancienne place forte de l'organisation extrémiste en Syrie et symbole de ces atrocités, Raqqa est désormais quasi intégralement contrôlée par les forces démocratiques syriennes qui y sont entrées au mois de juin après des mois de combats acharnés. Seuls 250 à 300 terroristes étrangers résistent encore dans leur réduit en compagnie de leurs proches. Les derniers civils retenus en otage ont eux été évacués samedi après un accord conclu entre les terroristes syriens et le Conseil civil de Raqqa, une administration locale mise en place par les FDS. La capitale somalienne Mogadiscio en deuil hier suite à l'attentat au camion piégé samedi qui a fait plus de 200 morts et 300 blessés. Un bilan transmis par les autorités mais qui pourrait être encore plus élevé. C'est l'attentat le plus meurtrier de l'histoire du pays. Des centaines de personnes sont descendues dans les rues de Mogadiscio pour marquer leur réprobation à l'égard de cet attentat. Une attaque qui a choqué les Somaliens, bien qu'ils soient habitués à des attentats quasi quotidiens. Cette attaque n'a pas été revendiquée, mais les terroristes somaliens Shebab liés à Al-Qaïda sont pointés du doigt par les autorités. Les Shebab lancent en effet fréquemment des attaques et attentats suicides dans Mogadiscio et ses environs. Les candidats qualifiés au second tour de la présidentielle au Libéria sont désormais connus. Il s'agit du sénateur George Weah, légende du football africain, et le vice-président Joseph Boakai. George Weah est donc arrivé en tête avec 39% des suffrages contre 29,1% pour Joseph Boakai. La commission électorale l'a annoncé hier en se basant sur des résultats qui portent sur plus de 95% des bureaux de vote. Ce second tour pour désigner le successeur d'Ellen Johnson-Sirleaf se déroulera au mois de novembre. Il aura des allures de revanche pour les deux hommes. En effet, il figurait déjà sur des tickets présidentiels rivaux aux précédentes élections en 2005, mais aussi en 2011. Réunis ce lundi à Luxembourg, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne doivent donner de la voix pour défendre l'accord nucléaire iranien, un accord violemment remis en cause par le président américain. Après la charge de Donald Trump vendredi, qui s'en est violemment pris au régime iranien et a refusé de certifier l'accord, la haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères, Federica Mogherini, a pour sa part défendu, je cite, un accord robuste. Selon elle, il est assorti d'un mécanisme de surveillance solide qui garantit que le programme nucléaire iranien reste uniquement à visée civile. Et puis sachez que le président français Emmanuel Macron a lui indiqué hier soir qu'il prévoyait de se rendre en Iran. Ce serait la première visite d'un chef d'État français à Téhéran depuis 1976. Au Venezuela, le camp du président Nicolás Maduro a remporté dimanche 17 des 23 États du pays lors des élections régionales. Pourtant donnée victorieuse dans les sondages, l'opposition n'a gagné que 5 États et conteste les résultats. Nous faisons face à un moment particulièrement grave pour le pays, a d'ailleurs déclaré Gerardo Blyde, directeur de campagne de la Table de l'Unité démocratique, la coalition d'opposition. Il demande un audit complet du scrutin. L'opposition était pourtant créditée de 11 à 18 États par les sondages, mais ces résultats sonnent comme une défaite, et cela d'autant plus que l'opposition avait fait de ce scrutin un référendum pour ou contre le président Maduro. Aux États-Unis, le feu continue de ravager la Californie. Le bilan des violents incendies est d'ailleurs passé dimanche à 40 morts. Dans un communiqué, le service des pompiers a toutefois expliqué que des progrès ont été réalisés sur plusieurs fronts.
De nombreuses évacuations ont par exemple été levées et dimanche matin, près de 75 000 personnes ont été évacuées. Plus de 200 personnes sont toujours portées disparues. Selon les autorités, ces feux sont les plus meurtriers dans l'histoire de la Californie. L'Organisation internationale pour les migrations vient de publier un nouveau rapport, je vous le disais en titre. Selon l'OIM, ils sont plus de 142 000 migrants à avoir rejoint l'Europe par la mer cette année. Des chiffres en baisse selon l'OIM, tout comme le nombre de migrants qui transitent par le Niger pour rejoindre la Libye. Jean-Djibril William. Il serait au total 142 913 migrants et réfugiés à avoir rejoint l'Europe par la mer cette année, 75% vers l'Italie, le reste réparti entre la Grèce, Chypre et l'Espagne, un chiffre en forte baisse selon le rapport de l'OIM qui fait état de 318 791 l'année dernière à la même date. L'agence onusienne évoque également une chute considérable du nombre de migrants transitant par le Niger pour rejoindre la Libye, un phénomène qui s'explique notamment par les mesures prises par certains pays africains pour combattre la migration irrégulière. Les autorités nigériennes ont par exemple pris une série de mesures visant à arrêter les passeurs et fermer les lieux de transit où vivent les migrants. Selon l'OIM, ces derniers choisiraient désormais de traverser le nord du Mali, pourtant secoué de conflits entre groupes rivaux. Les flux migratoires auraient également augmenté le long de la côte ouest du continent. Selon l'ONU, la route la plus sûre pour l'Europe passerait désormais par le Sénégal, la Mauritanie et le Maroc jusqu'au détroit de Gibraltar. On termine ce journal avec Sans détour, la chronique de Pierre Boussel qui nous parle de ce revers judiciaire pour le président sud-africain Jacob Zuma. La cour d'appel de Bloemfontein a rejeté vendredi dernier son appel contre la décision de relancer contre lui 783 inculpations de corruption dans l'affaire dite des Spy Tapes. Pierre Boussel nous en parle à sa manière. Écoutez. Les jours s'assombrissent en Afrique du Sud. Le ciel est bas, les nuages gorgés de pluie d'automne. Il y a là un homme qui doit être seul dans son bureau. Il regarde à travers la fenêtre les terres australes, magnifiques, immenses. Il a 75 ans. Il s'appelle Jacob Zuma. Il a tout connu, l'apartheid, la prison Nelson Mandela, la liberté puis les largesses du pouvoir. Cet homme est porteur d'une dimension tragique. Il aurait pu être une icône avec tout ce qu'il sait, tout ce qu'il a vécu. Nous savons, nous en Afrique, que le temps confère estime et respect aux anciens. Alors que là, Jacob Zuma, peut-être derrière sa fenêtre et en train de regarder la pluie tomber, il doit se dire... Mais comment vais-je faire pour m'en sortir ? Parce qu'une affaire judiciaire classique, c'est une infraction, un jugement, une condamnation. Là, ça risque d'être un procès fleuve. 783 chefs d'inculpation pour corruption, fraude fiscale, extorsion de fonds. 783 chefs d'inculpation. Même si tu respectes la présomption d'innocence, droit fondamental que nous respectons, même avec la présomption d'innocence, 783 chefs d'inculpation, tu dis, forcément, il y en a bien un qui est vrai. À ce niveau-là, c'est plus de l'arnaque, c'est plus de la corruption, c'est de l'industrie. Le libre service de Jacob la Carambouille qui gratte à tous les étages, avec des chiffres hallucinants. Un pot de vin de 4 milliards 200 millions d'euros pour un contrat d'armement. Jolie somme, 4 milliards 200 millions d'euros. Voilà de quoi faire chauffer la carte de crédit. La machine judiciaire sud-africaine désormais enclenchée, plus rien n'écarte l'hypothèse d'un procès. Jacob Zuma, espérons que ce sera l'occasion de dire, de raconter au peuple sud-africain ce qu'a été la réalité de cet homme et de sa famille, le clan Zuma. Espérons que ce sera aussi le procès du ressentiment, moteur d'une génération d'hommes politiques sud-africains qui, sous prétexte d'avoir connu l'apartheid, oui, ils ont souffert, c'est vrai, ne l'oublions pas, mais qui, au nom du sang versé, une fois au pouvoir, se sont nourris sur la bête. C'est pas possible. Au nom du ressentiment, tu peux pas faire n'importe quoi. Tu as le devoir de mémoire par rapport à ceux qui ont combattu pour la liberté. Le clan Zuma a confondu la noblesse de la cause avec le soyeux du compte en banque. Je l'imagine aujourd'hui en train de regarder la pluie d'automne derrière la fenêtre de son bureau. Peut-être voit-il tomber du ciel les larmes de Nelson Mandela qui lui dit « Regarde l'Afrique du Sud, regarde ce joyau que je t'ai laissé. Qu'en as-tu fait, Jacob Zuma ? Qu'en as-tu fait ?»
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information dans 15 minutes.